Bonsoir à tous et merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Nous allons découvrir tout de suite ensemble les grands titres qui seront développés dans ce journal. Une édition très largement consacrée à la protection de l'environnement. Le vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco, Olivier Venden, sera avec nous en duplex de Marseille où se tient le congrès mondial de la nature de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature. La biodiversité de la planète est en danger, des espèces disparaissent, d'autres sont grandement menacées. L'enjeu de ce congrès est de déterminer comment inverser cette tendance qui n'est pas inéluctable. Dans le domaine environnemental toujours, c'est aujourd'hui la Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus, instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies. Une journée pour sensibiliser les populations à la thématique de la qualité de l'air. Laure Chevalier de la Direction de l'Environnement nous expliquera comment est mesurée à Monaco la qualité de l'air et à quel type de pollution nous sommes soumis. La biodiversité, l'air et la mer. La mer qui est au centre du déplacement qu'effectue le Prince Albert II en Allemagne à Kiel mercredi et jeudi. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux sur place. Le dossier du jour sera consacré à l'apprentissage de la conduite. Les auto-écoles ne manquent pas de candidats. Les périodes de confinement ont généré des embouteillages pour passer le permis et les techniques ainsi que le parc de véhicules évoluent. Nous ferons un point complet. Mais avant de développer tous ces titres, clôturons le chapitre rentrée scolaire. Bonsoir Christine Datomel. Les plus petits ont été les derniers à reprendre le chemin de l'école. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Oui, si hier les lycéens, collégiens et écoliers des établissements scolaires de la Principauté ont fait leur rentrée, aujourd'hui c'était au tour des tout petits de rejoindre les bancs de l'école, accompagnés par leurs parents ce matin. Les enfants de maternelle ont pris leur marque dans leur classe avec leurs petits camarades, aidés bien sûr par leur nouvelle maîtresse ou maître. Comme chaque mardi, Chrisinda, le bilan des tests de dépistage pratiqués sur la semaine écoulée. Effectivement, des chiffres qui sont arrêtés au dimanche 5 septembre inclus. 5096 tests PCR et antigéniques ont été réalisés sur des patients résidents et non résidents depuis le 30 août dernier, révélant un taux de positivité de 2,4%, soit un taux d'incidence de 132,99. Monaco a participé à la conférence sur les déchets marins et la pollution plastique à Genève les 1er et 2 septembre dernier. Initiée par l'Allemagne, l'Équateur, le Ghana et le Vietnam, cette conférence avait pour objectif principal de créer une dynamique et une volonté politique visant à faire avancer une stratégie mondiale cohérente pour mettre un terme au fléau environnemental que représentent les déchets marins et la pollution provenant des plastiques. Une convention internationale traitant de ces sujets sous leurs différents aspects, en particulier la production, le recyclage, la valorisation et l'élimination du plastique et des déchets plastiques a donc été signée. Lors des débats, Monaco a exprimé son positionnement en faveur d'une solution multilatérale globale au problème de la pollution plastique et son souhait de voir des négociations s'ouvrir en ce sens lors de la prochaine session de l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement qui se tiendra au Kenya du 28 février au 2 mars prochain. Et cela nous amène tout naturellement au chapitre environnemental de ce journal. Depuis la fin de la semaine dernière et jusqu'à samedi se tient à Marseille le congrès mondial de la nature de l'UICN. Le Prince Albert II est sur place, accompagné des équipes de la Fondation qui porte son nom. Nous sommes avec le vice-président de la FPA2. Bonsoir Olivier Venden. Bonsoir Patricia Navarro. Avant toute chose, est-ce que l'on peut rappeler cette déclinaison, cet acronyme? Qu'est-ce que l'UICN? L'Union internationale pour la conservation de la nature. Et quels sont les enjeux de ce congrès mondial à Marseille? Déjà Patricia, c'était que ce congrès puisse se tenir, car le congrès mondial de la nature se déroule tous les 4 ans sous l'égide de l'UICN. Covid oblige, il a été reporté à plusieurs reprises, mais voilà, à Marseille, ça y est, plusieurs milliers de participants, à la fois des représentants des autorités publiques, des représentants du secteur privé et surtout la société civile qui se réunit enfin en présentiel. On a vu aussi des chefs d'État, le prince souverain est là, Emmanuel Macron. Oui, l'engagement est très très fort et je dirais tout l'intérêt de ce congrès tous les 4 ans, c'est
trouver des synergies entre le secteur public, le secteur privé, la société civile. C'est aussi revitaliser un petit peu, raviver l'énergie et l'implication de tous ces acteurs de terrain. L'UICN élabore la fameuse liste des espèces menacées qui est rendue publique et mise à jour. Que peut-on dire de la liste 2021 ? Écoutez, le constat est quand même assez alarmant puisqu'effectivement depuis 50 ans à présent, la liste ne fait que s'accroître. Le constat est mauvais, la biodiversité souffre, les espèces ont tendance à disparaître. Une bonne nouvelle néanmoins cette année qui tient particulièrement à cœur aux souverains et à la principauté, ce sont les bons résultats concernant le thon rouge de Méditerranée. De quelle manière, plus généralement, la principauté prend toute sa part dans ce combat en faveur de la préservation de la biodiversité ? Écoutez, justement sur ce congrès, il y a eu un événement très intéressant et marquant hier. Monaco s'engage pour la biodiversité, un événement qui est allié exposition et une partie plus réceptive, un moment plus social où tous les acteurs engagés de la principauté, du gouvernement princier, la Fondation Prince Albert II de Monaco, le centre scientifique de Monaco, le musée, mais aussi les organisations internationales accueillies en principauté pour montrer à ce public de Marseille que Monaco s'engage sur son propre territoire et puis l'engagement à l'international, notamment de la Fondation. Olivier Wenden, vous êtes le vice-président de cette fondation. Lorsque vous participez à ce type de congrès, est-ce que cela vous permet également d'identifier peut-être des pistes de partenariat futurs, de projets à soutenir ? Oui, c'est tout à fait dans l'esprit de ce congrès. Comme nous le disions, c'est de trouver des synergies, de pouvoir échanger avec d'autres ONG, des acteurs du privé et aussi du public sur tous ces sujets sur lesquels nous évoluons. Et cette semaine, justement, à Marseille, il y a eu d'autres temps forts. Donc, je voulais expliquer l'événement monégasque en tant que tel. Et puis, en présence du souverain, l'annonce par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, de l'adhésion de la France au Fonds mondial pour les récifs coralliens, dont je vous rappelle, le prince avait été à l'initiative en 2018 avec Paul Allen. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que l'on a vraiment les moyens aujourd'hui d'influer positivement? Est-ce que la tâche n'est pas trop immense? Rien n'est perdu, il faut évidemment agir vite, plus fort et plus loin. C'est un petit peu le triple combat que nous devons mener tous ensemble. Il y a du bon qui se passe, il y a une forte mobilisation. Encore une fois, public, privé, société civile, c'est un combat qui se mène tous ensemble, à tous les niveaux, dans toutes les régions du monde. Vous parlez de synergie, mais est-ce que la solution doit venir d'abord des gouvernements avec des mesures peut-être coercitives ou de la part de tout un chacun avec de la sensibilisation? En résumé, sanctions ou information? Il faut un travail transfrontalier, c'est incontestable. Il faut renforcer aussi les législations et réglementations au niveau international, mais on ne peut pas, en tant que société civile, en tant que citoyen, en tant que consommateur, rester à l'écart du changement. On peut, chacun à son niveau, accomplir de grandes choses pour la planète. Chacun face à ses responsabilités. Olivier Wenden, vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco, merci d'avoir répondu à nos questions depuis Marseille, où se poursuit jusqu'à samedi le Congrès mondial de la nature de l'UICN. Merci Patricia. Et après avoir quitté Marseille dans l'après-midi, le prince souverain s'est envolé pour l'Allemagne. Il rejoint Kiel, où nous retrouvons sur un bateau nos envoyés spéciaux Lionel Bernardi et Fabien Bonilla. Que va-t-il se passer, Fabien, lors de ce déplacement princier ? Et bonsoir Patricia. Et oui, à Kiel, dans le nord de l'Allemagne, on est proche du Danemark, au bord de la mer du Nord. Et ça va être la mer, d'ailleurs, le centre d'intérêt de ce déplacement princier. Nous sommes avec l'ambassadeur de Monaco en Allemagne, Frédéric Labarrère, bonsoir. Il va y avoir plusieurs thématiques lors de ce déplacement, dont une très importante, historique, une commémoration. Effectivement, la ville de Kiel et la principauté de Monaco ont des liens forts qui existent depuis le début du siècle dernier. À partir de 1882, la ville de Kiel accueille des compétitions de voile, la Kielerwoche, la semaine de Kiel, qui est un moment à la fois de compétition sportive, de régate, mais également d'échange. Et le prince Albert Ier s'est rendu à plusieurs reprises durant cette période. Il y a rencontré l'empereur allemand,
Guillaume II, et a œuvré à défendre les grands principes qu'il avait de paix, d'humanisme, et a essayé de rapprocher les peuples. Aujourd'hui, avec le déplacement du prince souverain, c'est l'occasion, dans le cadre des commémorations du centenaire de la disparition du prince Albert Ier, de venir se souvenir et de rendre hommage à ces actions importantes qui avaient été menées en matière de relations internationales, en matière scientifique bien évidemment et sportive. Et puis il va y avoir un volet plus sportif en quelque sorte, puisque ça tombe pendant cette semaine de la voile de Kiel, et il y aura présent pendant cette semaine la Team Malizia. Il y aura une visite du prince qui va rencontrer donc Boris Herrmann, le navigateur allemand qui a participé au Vendée Globe sous les couleurs monégasques. Ça sera l'occasion pour nous de découvrir ces projets sportifs avec un nouveau bateau en construction, le Malizia 3. Merci Fabien. Retour à Monaco où vous consultez peut-être régulièrement les indices de la qualité de l'air. Ce mardi 7 septembre marque la seconde édition de la Journée internationale de l'air pur pour des ciels bleus, dont l'objectif est multiple: sensibiliser le grand public à l'impact de la qualité de l'air sur la santé et l'environnement et mettre en évidence des initiatives visant à réduire la pollution. Monaco est d'ailleurs doté d'un système de contrôle de qualité de l'air et s'est fixé d'ambitieux objectifs en matière de lutte contre la pollution. Laure Chevalier de la Direction de l'Environnement est notre deuxième invitée. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Comment est mesurée la qualité de l'air à Monaco? Alors là, à titre d'exemple, vous êtes d'ailleurs au-dessus de nous, au-dessus de nos studios, sur le toit de nos locaux. C'est ça, devant la station qui est Antoine Ier, dont vous voyez les têtes de mesure là juste derrière moi. Alors la qualité de l'air à Monaco, elle est surveillée par la direction de l'environnement et elle est mesurée quotidiennement en continu par des analyseurs dans 5 stations réparties sur l'ensemble du territoire. On est vraiment bien équipés pour mesurer cette qualité de l'air. On mesure environ une vingtaine de polluants, des polluants qui sont réglementés comme le dioxyde d'azote, l'ozone ou les poussières, les particules fines, et d'autres qui posent pour l'instant question à l'Organisation mondiale de la santé, comme le carbone suie, donc on les surveille aussi de près. Alors l'air est donc prélevé dans le ciel monégasque et ensuite où est-il analysé? Alors les données sont rapatriées directement à la direction de l'environnement et on les analyse quotidiennement. En plus de cette analyse, on a aussi une modélisation quotidienne. Alors en fait, c'est comme des prévisions, comme on a pour la prévision de la météo. On a la prévision pour la qualité de l'air, donc on est capable de donner la qualité de l'air à 1 ou 2 jours et ça nous permet d'anticiper s'il y a d'éventuels pics de pollution. Cette modélisation combinée à les analyses de nos stations nous donne un indice de qualité de l'air, l'IQA, que l'on diffuse quotidiennement sur les abribus, sur les réseaux sociaux, et ça nous permet ainsi d'informer la population. Mais quels sont les types de pollution de l'air qui sont détectés? On a une pollution donc, de fond qui est la pollution chronique, c'est en quelque sorte la plus importante parce que la qualité de l'air est bonne, la pollution de fond est assez faible, on dépasse rarement des seuils, mais c'est comme si on respirait un cocktail de polluants un petit peu tous les jours, donc c'est celle qui aura un impact sur le long terme. Après, on a des pollutions qu'on dit de proximité, donc ça veut dire que ponctuellement, on peut respirer des quantités de polluants un peu plus importantes. Par exemple, si on est en bord d'un trafic routier assez dense, en sortie de tunnel. Et puis, on a une pollution transfrontalière. Ça concerne surtout 2 polluants, les particules. Par exemple, quand on a des vents du Sahara, quand après un épisode de pluie, vous voyez sur vos voitures des taches marron-orange, c'est en fait les poussières qui sont portées, qui viennent du Sahara, qui sont portées par les vents et qui retombent avec les pluies. Donc sur celle-là, on peut difficilement agir. Et on a la pollution à l'ozone. L'ozone, c'est un polluant secondaire qui est formé sous l'effet de l'ensoleillement. En partant de précurseurs, souvent les polluants du trafic routier. Est-ce que l'air est plus pollué ou moins pollué qu'avant? Alors si on regarde les tendances et nos mesures depuis une vingtaine d'années, on va dire que la qualité de l'air s'est vraiment améliorée, notamment grâce aux efforts qui ont été faits sur les carburants, en enlevant le plomb, en enlevant le soufre, en introduisant des biocarburants. Par contre, on a toujours des concentrations assez élevées en été à l'ozone, comme je vous expliquais tout à l'heure. C'est un polluant sur lequel il est plus difficile d'agir.
Comment peut-on contribuer à améliorer la qualité de l'air? Alors, en principauté, la principale source sur laquelle on peut agir, c'est le trafic routier. On l'a vu pendant le confinement, lorsque tout était fermé, les gens étaient chez eux, les pendulaires n'étaient pas là. On a vraiment eu une baisse de certains polluants, une corrélation nette par rapport à une corrélation entre densité de trafic et pollution au dioxyde d'azote. Donc ça conforte tout ce qui a été mis en place et ce qui continue à être mis en place par le gouvernement, notamment les incitations à l'achat des véhicules propres. Mais après, pour améliorer la qualité de l'air, c'est aussi un changement du comportement. On essaye d'encourager la population et les pendulaires à moins prendre la voiture. Alors les pendulaires, ça va se jouer sur le train, le covoiturage. En interne à Monaco, ça va être tout ce qui est mobilité alternative, mobilité douce, donc le monabike, les mobiles, les voitures partagées, les transports en commun, d'ailleurs facilités par le Monapass. Voilà. Et en conclusion, en cette semaine de reprise, de rentrée où l'activité est décuplée, est-ce que l'air est bon en principauté? Alors, on va dire qu'aux heures de pointe, on s'attend en proximité trafic à avoir des concentrations en NO2 plus élevées parce qu'il y a plus de trafic, donc en toute logique. Après, vous verrez sur l'IQA affiché dans les abribus ou sur les réseaux sociaux qu'il est entre mauvais ou dégradé. Là, c'est principalement dû à l'ozone. Mais ça a été ça tout l'été. C'est dû à l'ensoleillement et à la formation donc, de ce polluant. Merci Laure Chevalier pour cet éclairage sur la préservation de la qualité de l'air. Merci. La réduction des pollutions liées à la circulation, cela passe aussi peut-être par des jeunes conducteurs mieux ou plus sensibilisés, alors que les auto-écoles tournent à plein régime. Et avant de nous rendre chez deux d'entre elles, nous vous avons sollicité. À l'heure où les jeunes pourront bientôt choisir entre un apprentissage sur des voitures automatiques ou non, nous vous avons demandé si vous étiez plutôt automatique ou manuel. C'est une bonne question, j'aime bien les deux. Moi je suis automatique. Pourquoi ? Parce que comme ça, j'en fais moins possible et j'ai mal aux jambes. Pour les longs trajets automatiques, c'est plus pratique, on va dire, mais pour la ville, la boîte manuelle est très bien aussi. Une boîte manuelle aussi, c'est un plaisir de conduire, d'accélérer, de passer la vitesse quand on a envie. Maintenant que j'ai essayé l'automatique. Pourquoi ? Plus simple, surtout en ville. C'est plus fluide, pas besoin de changer les rapports, c'est plus agréable. Et vous ne repasserez pas au manuel ? Ça dépend, pour une sportive oui, mais sinon je resterai sur une automatique. Des avis très partagés au micro de Charlotte Moreno. Il n'en reste pas moins que les auto-écoles ne désemplissent pas et elles évoluent avec leur temps. C'est ce que vous allez pouvoir découvrir dans ce reportage de Juliette Rappert et Julien Logier. Donc Alexandre, alors cette heure de conduite, qu'est-ce que tu en as pensé? Stressante, mais ça va. Un petit peu stressé, ouais. Je sentais que tu étais un peu stressé, d'accord. Les premières heures de conduite sont toujours un peu stressantes. Pourtant, Alexandre a décidé de s'inscrire à l'auto-école Bonne Conduite qui a ouvert en novembre 2020 pour passer le permis Twizy, disponible dès l'âge de 14 ans. Un nouveau permis très demandé en principauté. Pour le permis Twizy, on apprend à conduire à l'élève dans la voiture automatique. Pourquoi? Parce que dans la Twizy, on n'a pas accès aux pédales, on ne peut pas se mettre à l'arrière, on prendrait des risques, et lui et nous. Donc en fait, on lui apprend à conduire dans la up électrique, et une fois qu'il est prêt, comme pour un vrai permis, on le met dans la Twizy, équipé d'une oreillette, et on le guide à la radio, et nous on le suit en voiture. Étant donné qu'à Monaco, il y a beaucoup de circulation, les parents ont un petit peu peur peut-être d'envoyer leurs enfants sur des deux roues. Donc voilà pourquoi ils leur achètent ces Twizy, et c'est vrai que c'est très demandé comme permis aujourd'hui. Une nouvelle façon d'appréhender la route, et ce n'est pas la seule. Vous pouvez aussi apprendre à conduire avec un simulateur. Assis face à un écran, casque sur la tête, on se croirait comme dans un jeu vidéo, nouveau gadget des auto-écoles. C'est un outil qui pour moi maintenant devient indispensable à l'apprentissage de la conduite, surtout pour les premières heures de conduite où l'élève va s'installer dans le simulateur et être sur la route, avoir exactement les mêmes commandes, c'est-à-dire une ceinture de sécurité, un volant, des commodos, des pédales, un levier de vitesse, et il aura l'entraînement de l'apprentissage de la conduite sans la pression des autres usagers. De quoi donner envie aux jeunes et aux moins jeunes de venir passer le permis, et vous étiez nombreux après le confinement à taper à la porte d'une des plus mythiques auto-écoles de Monaco. Les jeunes n'étaient pas très enclins à passer le permis, et puis c'est vrai que le premier confinement, on savait pas ce que c'était, ce virus. Tout le monde avait peur un peu, donc les gens ne sortaient pas. Et puis après, quand le confinement est élevé,
Ça a été la ruée vers l'extérieur. Quand ils ont pu mettre le nez dehors, il y avait une file d'attente, là il y avait 20 personnes, on donnait des tickets même. Même si le confinement est fini, Twizy, simulateur, moto, voiture vous attendent pour passer votre permis. Nous retrouvons Christine Datomel pour les autres informations du jour et cette bonne nouvelle pour l'attaquant de l'AS Monaco FC, Wissem Ben Yedder. Et oui, effectivement, c'est le sélectionneur Didier Deschamps qui a annoncé la nouvelle hier en fin de journée. L'attaquant de Monaco a été rappelé en renfort en équipe de France pour affronter la Finlande ce soir à 20h45 à Lyon en qualification au Mondial 2022. Didier Deschamps a en effet enregistré lundi la suspension pour un match supplémentaire du défenseur Jules Koundé, exclu contre la Bosnie-Herzégovine mercredi. Et il n'avait pas remplacé Kylian Mbappé, blessé avant de se rendre en Ukraine samedi. Ben Yedder vient donc de rejoindre le groupe de l'équipe de France à Lyon. Deux nouvelles recrues pour les ballets de Monte-Carlo, Jérôme et Laura Tisserand. Oui, ces deux anciens danseurs principaux du Pacific Northwest Ballet viennent de rejoindre les rangs des danseurs de Jean-Christophe Maillot. Le couple marié connaît déjà le travail du chorégraphe des ballets de Monte-Carlo car ils ont déjà pu danser les rôles principaux de Roméo et Juliette. Et Jérôme Tisserand a également dansé le rôle du prince dans Cendrillon. Originaire de Lyon, Jérôme Tisserand s'est formé à l'école du ballet de l'Opéra de Paris et à la School of American Ballet. Laura Tisserand est originaire de Louisiane, aux États-Unis, où elle a également été formée par la School of American Ballet. Session de rattrapage pour ceux qui les auraient ratés en juin. Les Lehman Brothers vont se produire de nouveau jeudi soir au Grimaldi Forum lors des Thursday Live Sessions. Et oui, en effet, Patricia, les Lehman Brothers sont de retour au Grimaldi Forum ce jeudi. Le groupe mythique relève le défi du mélange entre une interprétation contemporaine de jazz, de funk et d'afrobeat. Derrière ce son unique, on retrouve les influences de James Brown, Jamiroquai ou encore The Roots. Un groove fusionnant accords de jazz, éléments hip-hop, néo-soul et house pour une décharge de joie et d'énergie positive. Alors, pour assister au concert qui débutera à 20h30, il suffit simplement de réserver vos places en appelant le 99 99 30 00. L'entrée est gratuite. Et avant de refermer ce journal, les incontournables prévisions météo. Est-ce que le temps va rester clément, Christina ? Eh bien, pas vraiment, Patricia. Le temps sera couvert mercredi matin, laissant peu de place aux éclaircies. Durant l'après-midi, de gros passages nuageux sont prévus, une journée qui sera donc peu ensoleillée, mais avec des températures encore estivales. Le thermomètre oscillera entre 20 et 27 degrés. L'eau de mer sera encore à 24 degrés pour les amateurs de baignade. Le soleil se lèvera à 6h59 et se couchera à 19h56. Demain, nous fêterons les Adriens. Et demain mercredi, nous vous donnons rendez-vous à 19h pour une nouvelle édition. Je vous propose de reprendre la chasse au trésor dans les rues et petits recoins de Monaco. Le photographe Manuel Vitali est allé dans le Carré d'Or à la recherche de ces petits détails que l'on ne prend pas toujours le temps d'observer. Peut-être les reconnaîtrez-vous. Très belle et douce soirée. Dans un court instant, la suite des programmes sur Monaco Info.